haut et fort, c'est Olympe de Gouges qui fait une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 91, c'est-à-dire déjà on bascule vers un raidissement de la Révolution. Elle demande l'égalité entre les sexes, le droit de vote pour tous. Elle écrit « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. » Préscience, elle écrit « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » Et notamment, ça sera un des grands discours des féministes du début du XXe siècle, notamment quand il y a le procès pour Hélène Brion, elle dit « Vous me condamnez alors que je n'ai aucun droit. » Donc elle va s'insurger fortement et devenir un point de cristallisation, c'est-à-dire qu'elle est agressée plusieurs fois chez elle, Olympe de Gouges, et elle ne pourra présenter que 3 fois, parce que c'est une femme écrivain, une pièce qu'elle a produite en 1790, qui est, sa pièce s'appelle « L'esclavage des nègres ». C'est-à-dire qu'elle est farouchement anti-esclavagiste. Eh bien, nos grands révolutionnaires de l'époque lui interdisent la pièce, qui est jouée que 3 fois, parce qu'ils la jugent hostile aux colons de la Martinique et de la Guadeloupe. C'est révolutionnaire, hein? À côté de ça, elle va militer pour la reconnaissance du divorce. Avec le divorce, les nœuds du mariage sont des liens de fleurs. Sans lui, ce sont des fers qu'un esclave mord en frémissant et qui fait le tourment de sa vie. Elle plaide à l'Assemblée nationale, elle prend la parole, puisque donc elles n'ont pas le droit normalement de s'exprimer, mais alors est-ce que c'est parce que c'est une femme? Est-ce qu'elle n'a pas un grand sens de la stratégie? Elle va réussir à se mettre à dos les montagnards, les brissotins et les girondins. On peut dire qu'elle est un peu seule, politiquement. Et là-dessus, elle ajoute sa demande à devenir l'avocate de Louis Capet, de Louis XVI, lors de son procès. Alors là, c'est l'effondrement chez ces messieurs. Une femme, pour défendre le roi, c'est déjà on ne le défend pas, et deuxièmement, jamais une femme. Évidemment, quand elle traite Robespierre de tyran, ça ne peut pas se terminer très bien. Elle est donc, bien qu'enceinte, guillotinée le 3 novembre 1793. Voilà une page intéressante de la Révolution pour les femmes. Alors, arrivé au pouvoir, Bonaparte, devenu Napoléon Ier, institue le Code civil. On a eu tellement de mal à se défaire jusqu'à ces derniers temps. Il fait de la femme une mineure, toujours sous tutelle d'un homme, père, frère ou fils. Alors, vous allez me dire, mais ça c'est parce qu'il est corse. Eh bien, pas du tout. Parce que le premier qui va parler du suffrage universel féminin, c'est son compatriote Paoli, 30 ans auparavant, qui, dans la constitution d'une Corse libre, donne le droit de vote aux femmes. Donc vous voyez que les choses sont compliquées. Hein. La Méditerranée misogyne, mais on a des reines en Grèce, on a des reines dans le royaume de Jérusalem. C'est beaucoup plus complexe que des idées comme ça, je dirais, à l'âge. Les femmes vont sortir du bois à chaque grand soubresaut politique. Mais le XIXe siècle est le fossoyeur de l'émancipation féminine. La République, la liberté, c'est bien pour les statues. Elles n'obtiendront aucun droit. L'Église fait de ce siècle un siècle de piété mariale. Et la virginité mise en exergue, ce sont des femmes humbles qui sont mises à l'honneur, c'est Sainte Bernadette, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. C'est le chemin
de l'humilité et de la piété. Mais le monde des lettres est aussi misogyne. Baudelaire parle de George Sand. « Je ne puis penser à cette stupide créature sans un certain frémissement d'horreur. Si je la rencontrais, je ne pourrais m'empêcher de lui jeter un bénitier à la tête. » Alors, ce qui va caractériser l'émancipation des femmes en France, c'est le combat pour l'éducation. Ça, c'est vraiment spécifiquement français. On verra dans un instant, pour les anglo-saxons, c'est un peu différent. Aux États-Unis, il y a quand même déjà cette foi protestante qui rend quand même une égalité, même si elle n'est pas immense, plus grande, et le fait d'être des colons, de partager ensemble les dangers de la conquête du Far West, de la conquête du pays, font une espèce d'égalité déjà entre les hommes et les femmes, et elles vont donc tout de suite se battre pour le droit de vote, plus que pour, comment dirais-je, l'éducation, puisque Calvin ou Luther demandaient qu'elles apprennent à lire, donc beaucoup moins analphabètes que les Françaises. Donc, l'éducation va devenir un enjeu dans ce 19e siècle. On va avoir les écoles catholiques qui veulent former des futures mères capables d'enseigner leur religion, face à la montée de la libre pensée, les laïcs qui eux-mêmes sont pour le développement de l'éducation pour que justement ils puissent critiquer les curés. Le fait que le monde ouvrier se développe, qu'il y a de plus en plus d'ouvrières, il y a des syndicats, assez misogynes d'ailleurs, mais tout le monde se dit que quand même, il faudrait enseigner les filles aussi. Alors là, on est dans des grands mouvements, puisque au Moyen-Âge, il y avait déjà des petites écoles paroissiales, pour garçons et pour filles. On avait plus d'attention pour les garçons, mais il y en avait pour les filles. Alors, tout part et tout, le monde n'allait pas à l'école, le monde paysan était plutôt rétif, mais enfin, on pouvait aller à l'école. À la Renaissance, l'école des filles, l'enseignement pour les filles est essentiellement religieux. Le peu de scolarisation qu'elles obtiennent, eh bien, est beaucoup plus court que celui des garçons. Il suffit de savoir lire et écrire, savoir tenir une maison et élever ses enfants. Les jeunes filles nobles peuvent évidemment avoir des précepteurs, on l'a vu tout à l'heure. C'est Madame de Maintenon qui crée son école pour les aristocrates pauvres. Napoléon Ier aussi avait pensé aux femmes avec les filles des soldats décorés de la Légion d'honneur, puisqu'il crée les maisons de la Légion d'honneur où l'État prend en charge l'éducation des filles. Mais il faut attendre 1833 pour légaliser les écoles privées. Alors là, il va y avoir une petite bagarre entre plusieurs comment dirais-je, ministres. Les lois Fallou de 1850 instaurent la liberté de l'enseignement secondaire entre le privé et le public. Victor Duruy développe un peu plus les écoles primaires. Les 2/3 des filles, on peut dire, vont à l'école, sont scolarisées. Mais pour les filles, il y a toujours les travaux d'aiguille. Alors, Julie Victoire d'Aubier obtient le baccalauréat à 37 ans, en 1861. Mais il a fallu que l'impératrice Eugénie s'en mêle pour qu'elle ait l'autorisation de passer le baccalauréat. Et c'est une grande victoire, parce qu'à partir du moment où une a passé le bac, on pourra en avoir une. Madeleine Brès, toujours grâce à l'impératrice, en 1863, peut s'inscrire à la faculté de médecine. Et en 1868, Emma Chenu est la première femme à obtenir une licence à l'université. Elle est licenciée en sciences. C'est des exceptions, hein, puisqu'on les nomme et on connaît bien. Jules Ferry, dès 1870, clame sa volonté d'inscrire les filles. Cette égalité, je la réclame.
Je la revendique pour les deux sexes. La difficulté, l'obstacle, ici, n'est pas dans la dépense, il est dans les mœurs. Je crois qu'on pourrait presque dire que c'est toujours valable. Les lois scolaires donc, de 80 à 82 vont accélérer cette scolarisation. Camille C. va créer les lycées de jeunes filles, mais qui n'aboutissent pas au baccalauréat, mais à un diplôme d'études supérieures. Et bien entendu, elles ont travaux d'aiguille, musique, etc. Il faut attendre 1924, quand même pas très loin, pour que le baccalauréat soit ouvert aux filles avec le même programme que les garçons. Mais on maintient toujours les travaux d'aiguille. Ce n'est qu'après 1968 que les écoles deviennent mixtes. Alors, est-ce que c'est le MLF qui a remporté la victoire? Je ne pense pas. Je crois que c'est tout simplement l'explosion démographique du baby-boom qui fait qu'on est obligé de créer des classes mixtes pour pouvoir recevoir tout le monde. Ce problème de l'égalité vient depuis le XIXe siècle, qui est vraiment un siècle où on voit à la fois un comportement assez réactionnaire, assez conservateur, des réformes de notre côté, de tous les bords, et la naissance du socialisme. Flora Tristan s'exclame: l'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est la prolétaire du prolétaire. Ça n'a pas fait une grande joie dans les syndicats masculins de l'époque. En 1848, grande victoire pour les hommes, et je crois aussi, je répète, il faut mettre tout ça en perspective, c'est la première fois en 1848, donc 170 ans, qu'il y a le suffrage universel masculin. Mais il y a quand même une femme qui décide de se présenter à la présidence de la République, Jade de Roy. Je ne suis pas sûre que tout le monde la connaît. Proudhon, Pierre Proudhon, qui est pourtant socialiste et libertaire, écrit: nous ne pouvons laisser passer, sans protester énergiquement, au nom de la morale publique et de la justice, de semblables prétentions et de pareils principes. Il importe que le socialisme n'en accepte pas la solidarité, le ménage et la famille, voilà le sanctuaire de la femme. Elles sont déterminées. Maria de Rennes fonde la première loge maçonnique mixte, les droits humains. D'ailleurs, Louise Michel en fera partie. Hubertine Leclerc, ça mériterait une conférence d'un coup sur elle, c'est un personnage extraordinaire. Elle refuse de payer ses impôts en 1880. Gros scandale. Je n'ai pas de droit, donc je n'ai pas de charge. Je ne vote pas, je ne paie pas. Donc elle va créer une société qui s'appelle le suffrage des femmes. Jean Jaurès, en 1914, intervient à la Chambre des députés. C'est l'humanité entière qui doit agir, penser, vivre, et l'on a bien tort de redouter que le suffrage des femmes soit une puissance de la réaction. C'est bien le seul. Voilà. Alors évidemment, comment ne pas parler des suffragettes, mais qui est un domaine anglo-saxon. L'idée, et on verra, on va le voir, je vais en parler dans 2 minutes, même après la guerre, les femmes françaises vont se battre pour l'éducation, pour des droits civils. Le droit de vote est important pour elles, mais ce n'est pas la priorité. Dans le monde anglo-saxon, peut-être parce qu'il y a une autre perception de l'égalité homme-femme, ce droit de vote va être véritablement combattu dans la rue par tous les moyens. Donc, elles vont aller dans la rue, c'est le Women's Social and Political Union, et elles vont, alors il y a les sœurs Punkers, elles sont 3, Sylvia, Emeline, etc. Elles font des meetings dans la rue,
parce que personne ne veut leur prêter une salle. Elles se font évidemment tabasser, on envoie des bouts de charbon sur elles. Ça ne fait rien, elles continuent de se battre. Voilà Emmeline Parkhurst enlevée, si on peut dire, vous voyez, elle a les pieds au-dessus du sol par deux Bobby. Et elles veulent absolument faire bouger les choses, puisqu'on a proposé le droit de vote pour les femmes dès 1850 en Grande-Bretagne, et que là, en 1897, on ne l'a toujours pas. D'autres suffragettes, Christabel et Annie Keeney, leurs actions, c'est d'aller là où il y a des hommes, c'est-à-dire les clubs d'hommes, les cafés d'hommes, terrains de golf réservés aux hommes, elles y mettent le feu. Bon, évidemment, elles vont en prison, font la grève de la faim, mais on ne veut pas les faire mourir, donc ça crée une agitation médiatique extraordinaire. On ne parle que d'elle. Et le plus tragique, ça sera la mort d'Emily Davison, qui est donc une des suffragettes qui est avec les sœurs Parkhurst. Et elle a décidé de mettre son foulard sur le cheval du roi George V. Évidemment, elle se précipite, c'est le derby, le cheval va très vite et elle sera écrasée par le cheval, mais ça créera un véritable choc. Avant la guerre de 14, eh bien, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Finlande accordent le droit de vote. Après la guerre, tous les belligérants vont accorder le droit de vote aux femmes, sauf la France. Alors, c'est compliqué, parce que le Parlement est pour. On l'avait vu déjà avec Jaurès, mais l'ensemble du Parlement est tout à fait favorable pour le droit de vote des femmes et le propose à plusieurs fois. Mais le Sénat est contre. Et qui y a-t-il au Sénat? Eh bien, ce sont des radicaux. Pas encore les radicaux socialistes, mais ce sont les radicaux francs-maçons, et qui n'ont qu'une peur, c'est que la femme vote comme le curé. Il faut voir aussi, là aussi, il faut quand même se rappeler que ce n'est qu'en 1905 qu'il y a la séparation de l'Église et de l'État. Donc ça s'est passé d'une manière assez brutale, et donc le Sénat, ce ne sont pas des conservateurs politiques, mais ce sont des conservateurs radicaux par rapport aux droits de la femme. Romain Rolland s'exclame: les femmes étant encore plus livrées que les hommes aux forces émotives seront emportées encore plus massivement. Au Sénat, nous sommes disposés à accorder aux femmes tout ce que leur sexe a le droit de demander, en dehors de la politique. Donc, cette conquête des droits est importante. Et en France, elle va prendre une tournure particulière dont je voudrais vous parler, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas assez. Ce 19e siècle n'a pas vu de grandes écrivaines en dehors de George Sand. Mais il y a eu la création d'une profession extraordinaire, les journalistes. Et là, on va avoir d'abord la difficulté de rentrer dans les journaux, ensuite de signer leurs propres articles. Donc beaucoup de journalistes femmes vont signer d'un nom masculin. Jeanne Loiseau devient Danielle Le Sueur, et elle ne rentrera à la Société des gens de lettres qu'en 1917, parce qu'il y a la guerre. Marie Dagout, maîtresse de liste, devient Danielle Stern, Delphine de Girardin, Charles Delaunay. Et même Elsa Triolet, qui aura le premier prix Goncourt pour une femme en 1945, publie sous le nom de Laurent Daniel. Et on n'est pas si loin que ça de cette omerta. Pourtant, il y a des femmes courageuses qui vont se lancer dans le journalisme. D'autant plus que pour elles, c'est aussi militer pour la cause féministe. Alors, on a Séverine, qui, dès 1879, va être la collaboratrice du journal Le Cri du Peuple.
travaille avec Vallès, et quand Vallès meurt, c'est elle qui devient le patron du Cri du peuple. Ça va être la première femme patron d'un quotidien. Alors évidemment, jamais rien n'est simple. Il y a dans ce comité de rédaction une dispute idéologique et le marxiste Jules Guesde la chasse de ce journal qu'elle a créé. Malheureusement, c'est des choses que l'on a vues plusieurs fois. Et elle va aller travailler avec Marguerite Durand, qui vient de créer un journal, La Fronde. Ce journal n'est tenu que par les femmes. De la linotypiste au journaliste, de la personne qui nettoie la maison à celle qui représente le journal, il n'y a que des femmes. Et l'essentiel de ce journal, La Fronde, de Marguerite Durand, qui est une femme belle, qui a de l'argent et qui va consacrer son argent à la création de ce journal. Elle va essentiellement lutter pour ces fameux droits civiques. Elle veut l'égalité des femmes dans la société et elle veut que ses collaboratrices soient des professionnelles. En fait, c'est elles qui ont inventé le métier de journaliste, plus que les hommes qui écrivaient des papiers, qui étaient souvent plus proches de l'écrit, soit une belle lettre, soit une nouvelle, que le journalisme tel que nous le vivons. Elle va donc en faire des professionnels et elle va ouvrir des portes qui jusqu'à présent étaient fermées aux femmes. Comment faire un commentaire sur l'évolution du cours de l'or si on ne peut pas entrer à la bourse? Les journalistes de La Fronde entrent à la bourse. Comment faire un commentaire sur une discussion législative si on n'est pas à l'Assemblée? Pour la première fois, des femmes vont assister, non pas dans l'hémicycle, mais dans ce qui est juste au-dessus de l'hémicycle, pour pouvoir faire les commentaires sérieux dans le journal. Elle sait aussi, Marguerite Durand, dans ce journal La Fronde, s'entourer des meilleurs. Cécile Branchevik, qui deviendra sous-secrétaire d'État dans le gouvernement du Front populaire, en fait partie. Il y a aussi Maria Véronne, qui est la présidente de la Ligue du droit des femmes, et militante à la SFIO, Avril de Sainte-Croix, Jeanne Mime, qui pourtant a notre journal La Française. Aucun domaine n'est tenu par un homme, et les sciences sont tenues par Clémence Royer, qui est une chercheuse reconnue à son époque, et notamment ses travaux dans la suite de Darwin. Toutes ces femmes n'ont pas toujours le même engagement politique, d'une certaine gauche un peu libertaire, un certain conservatisme, mais rien ne nuit à la cohérence du journal. Marguerite Durand y veille. De plus, elle veut que ces journalistes soient soignés. L'image de la suffragette est pour elle la pire des choses, c'est-à-dire échevelée. Elle veut montrer que la femme journaliste est à prendre au sérieux quand elle défend les droits du divorce et les droits de vote. Au moment où j'ai fondé La Fronde, il était presque impossible aux femmes de trouver place dans la presse quotidienne. Quelques-unes écrivaient des articles de revue, des romans, des chroniques littéraires, mais dans aucun journal on admettait des collaboratrices attitrées, faisant de la politique, de la critique, du reportage. J'ai voulu démontrer, et j'y suis parvenue, que le cerveau féminin n'est pas inapte à ces travaux qui exigent la vivacité intellectuelle, la prestance du style et souvent un fond de connaissances. Séverine va parler d'un journalisme debout, c'est-à-dire on va sur le terrain. C'est l'invention du reportage. Mais, comme on l'a vu, tout est à refaire après la guerre, après 1919. Nous n'avons pas le droit de vote. Quand allons-nous l'avoir?
Cécile Brunswick, avec Louise Weiss, continue de faire de la propagande, vont dans les villes, vont dans les campagnes. Et Louise Weiss, dans un livre qui s'appelle Femme veut, raconte ses rencontres. Les paysannes restent bouche bée quand je leur parlais du vote. Les ouvrières riaient, des commerçantes haussaient les épaules, les bourgeoises me repoussaient horrifiées. En dehors du droit de vote, c'est avec une lenteur d'escargot que les femmes obtiennent quand même certains droits civils. En 1920, les femmes peuvent adhérer à un syndicat sans l'accord de leur mari. Retour en arrière, après la crise de 1929, il y a un grand chômage, 90% des licenciés sont des femmes. En 1938, une avancée, la femme mariée peut enfin ouvrir un compte bancaire, faire des études, passer des examens, demander un passeport sans l'autorisation de son mari. Mais il peut lui interdire d'exercer un métier qui ne lui conviendrait pas. Donc il nous faut attendre l'ordonnance, des fois on se plaint des ordonnances, mais s'il n'y avait pas eu l'ordonnance, du général de Gaulle du 21 avril 1944 pour instaurer le droit de vote. Les femmes sont électrices dans les mêmes conditions que les hommes. C'est net. En 1946, les premières élections municipales puis législatives voient une femme nommée ministre à part entière, c'est Germaine Poinceau-Chapuis, une Marseillaise, mais il faudra attendre 30 ans, 1974, pour avoir une autre femme ministre. Je vous dis qu'on y va à la lenteur de l'escargot. On crée le planning familial en 1960. En 1965, une femme peut exercer le métier de son choix, peut administrer seule ses biens. Vous vous rendez compte, ça remonte quand même qu'à 1965. Bon, après, vous connaissez 67, la loi de Vire, 75, les lois sur l'avortement et le divorce, par consentement mutuel. En 81, est créé le ministère des droits de la femme. En janvier 2000, la loi pour la parité en politique est votée. Alors, c'est ma conclusion en disant, mais qu'en est-il aujourd'hui? Alors, en 2015, malgré la parité, seuls 16% des femmes sont maires, 7% présidentes d'intercommunalités, 10% présidentes de conseils départementaux. Ce qui fait une grosse avancée, ce sont les dernières élections législatives, où on est passé de 155 femmes à 224 sur 577 députés, ce qui fait 38,8% de femmes à l'Assemblée nationale. Il n'y en avait que 5% en 1945. Mais pour arriver à une égalité, à une parité, il faudra encore 15 ans si on est à ce rythme-là. Le fait, aujourd'hui, de regarder les postes de pouvoir économiques, postes sociaux, syndicalistes, on voit que ce sont toujours les hommes. Et l'entrée de Simone Veil, 1 an après sa mort au Panthéon, est quand même un fait tout à fait exceptionnel. Donc tout le monde se réjouit. Mais au-delà de la femme, elle portait d'autres messages. Elle était rescapée d'Auschwitz, elle avait été magistrate, elle était ministre. Donc veillons à ce que ça ne reste pas exceptionnel. Aujourd'hui, il y a encore des pays qui ne connaissent pas le droit de vote, comme l'Arabie Saoudite. Je voudrais juste vous parler de ce qu'on appelle l'effet Matilda. Alors c'est un Américain qui le définit, Rossiter, et qui a fait une étude sur les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, pour voir que les femmes rentrent en faculté de sciences, mais qu'à la sortie, il n'y en a que 25% qui ont leur diplôme. Il y a un écrêtement, une dissuasion importante, et que, notamment en informatique, il n'y a que 15% de femmes. Alors que, bon, là, je ne voulais pas trop égrener des noms, mais une des femmes du XVIIIe siècle qui invente l'informatique, enfin, c'est une femme qui invente l'informatique en France, en mécanique, etc.